Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié les 5 premières vidéos de la nouvelle chaîne d'Hermès. Si vous les avez loupées, je vous invite tout simplement à les visionner. Si vous ne me connaissez pas encore, sachez que nous avons déjà une chaîne et une communauté qui s'appelle les Rois du Bitcoin. On fait des analyses graphiques et fondamentales quotidiennement. Si vous voulez passer à un cran au-dessus, c'est là-bas que tout se passe. Aujourd'hui, je vous propose de parcourir avec moi toutes les révolutions qui ont littéralement façonné notre civilisation durant les 300 dernières années. Si à ce moment précisément, vous regardez cette vidéo et que vous avez encore des doutes sur cette révolution des crypto-monnaies, peut-être parce qu'elles ne vous ont pas donné toutes les performances que vous avez tant rêvé, sachez que vous êtes au bon endroit et que c'est qu'une question de temps. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, ce n'est jamais différent et on commence maintenant. Imaginez, vous êtes investisseur en 1999. Deux secteurs révolutionnaires s'offrent à vous. D'un côté, Internet qui explose, les dot-com qui lèvent des milliards de dollars. Aucune régulation, liberté totale, croissance exponentielle. De l'autre, les biotechnologies qui avancent péniblement, régulation stricte, contrôle éthique, développement lent. Où placeriez-vous votre argent? Sur l'évidence flamboyante d'Internet, bien sûr. Et ça, c'est une erreur fatale. 25 ans plus tard, la plupart des dot-com ont disparu. Mais la biotech, elle, continue de sauver l'humanité. Les investisseurs, qui ont parié sur les dominés, régulés, ont écrasé ceux qui ont suivi les dominants libres. Cette histoire se répète depuis 3 siècles. À chaque révolution technologique, l'attention et les capitaux se concentrent dans l'innovation la plus visible, la plus libre, la moindre contrainte. Mais dans l'ombre, d'autres technologies avancent lentement, encadrées par les régulations et bridées par la politique. Et l'histoire nous enseigne une vérité contre-intuitive. Ce sont souvent les dominés de l'ombre qui deviennent les vrais piliers du monde de demain. Aujourd'hui, nous plongeons dans ces mécanismes fascinants qui gouvernent l'innovation depuis 3 siècles. Nous allons découvrir pourquoi ce qui brille n'est pas toujours ce qui dure. Pourquoi la liberté crée l'explosion, mais la régulation forge la durabilité. Et surtout, nous allons comprendre pourquoi la bataille actuelle entre l'IA dominante et la blockchain dominée pourrait bien se terminer de façon surprenante. Car l'histoire nous murmure une vérité dérangeante. Le visionnaire ne doit pas seulement regarder là où est la lumière, mais aussi chercher dans l'ombre. Car c'est souvent là que se cache la véritable révolution. Pour comprendre cette mécanique, nous devons d'abord décrypter les pièges psychologiques qui nous aveuglent depuis des siècles. L'attraction fatale pour ceux qui brillent. L'esprit humain est programmé pour suivre la lumière. Nous investissons notre attention, notre argent, notre énergie sur ce qui fait du bruit, sur ce qui grandit vite, sur ce qui semble libre de toute contrainte. En fait, c'est un réflexe de survie ancestrale. Dans la nature, ce qui bouge vite et brille peut être une opportunité à saisir ou un danger à éviter. Mais dans l'économie moderne, ce réflexe primitif nous trompe systématiquement. Car voici le paradoxe central de l'innovation. Ce qui n'a pas de limite finit toujours par s'effondrer sur ses propres excès. Et ce qui semble bridé finit par construire les fondations inébranlables. La liberté totale crée l'ivresse, puis les bulles, puis l'explosion. La régulation intelligente crée la frustration, puis la solidité, puis la domination durable. Cette mécanique s'explique par 3 principes psychologiques profonds. Le premier principe, c'est l'effet halo. Notre cerveau généralise à partir du plus visible. Si une technologie fait des gros titres, nous supposons qu'elle dominera l'avenir. Si elle reste discrète, naturellement, nous l'ignorons. Et ça, c'est une erreur cognitive massive qui fausse notre perception de l'innovation. Il y a un deuxième principe, la préférence pour l'immédiat. Nous survalorisons les gains rapides et sous-estimons la croissance lente mais constante. Une technologie qui double chaque mois nous fascine plus qu'une technologie qui grandit de 20% par an pendant 20 ans. Pourtant, sur le long terme, c'est la seconde qui gagne allègrement. Troisième principe, l'aversion à la contrainte. Nous fantasmons sur la liberté totale et craignons instinctivement la régulation. Nous associons régulation à stagnation et liberté
à innovation. Mais l'histoire prouve le contraire. Les contraintes intelligentes stimulent l'innovation durable. Ces trois biais cognitifs créent un pattern prévisible. À chaque révolution technologique, les capitaux et l'attention se ruent sur les dominants, les innovations les plus libres, les plus visibles, les plus spectaculaires. Mais pendant ce temps, les dominés, les innovations régulées, contraintes, moins sexy, construisent patiemment l'infrastructure du futur. Et quand la bulle des dominants éclate, les dominés émergent comme les vrais vainqueurs du long terme. Ce pattern se répète avec une régularité horlogère depuis la première révolution industrielle. L'Angleterre entre dans l'ère industrielle. Deux innovations révolutionnaires émergent simultanément et vont se livrer une bataille invisible pour dominer l'avenir. D'un côté, la machine à vapeur, et de l'autre, la métallurgie moderne. Côté dominant, la machine à vapeur de James Watt fait sensation. Elle double la puissance, divise la consommation de charbon par 2. Les investisseurs se ruent. Watt et ses associés Matthew Boulton lèvent des capitaux considérables. Aucune régulation spécifique, liberté totale d'expérimentation et de commercialisation. La vapeur incarne le progrès, la modernité et un avenir radieux. Les journaux célèbrent cette force divine qui libère l'homme de la peine physique. Poètes et philosophes chantent les louanges de cette révolution mécanique. Côté dominé, la métallurgie et les chemins de fer avancent dans l'ombre. L'acier de qualité reste difficile à produire. Les techniques métallurgiques progressent lentement, contraintes par les guides, régulées par les États soucieux de contrôler cette industrie stratégique. Les chemins de fer naissants font face à une bureaucratie impitoyable. Chaque ligne nécessite une conception gouvernementale. Les tracés sont débattus au Parlement pendant des mois. L'État contrôle, régule et limite. Le développement ferroviaire semble étouffé par la politique. Qui aurait parié sur l'acier et le rail en 1780 ? Je vous le dis, personne. Tout le monde voyait l'avenir dans la vapeur libérée. Et c'est une erreur historique monumentale. Car regardons le bilan 50 ans plus tard. Les machines à vapeur, malgré leur succès initial, restent marginales dans l'économie globale. Elles équipent quelques usines, quelques bateaux. Leur impact, bien que réel, reste limité géographiquement et sectoriellement. Mais l'acier, les chemins de fer, ils ont littéralement transformé la planète. L'acier bon marché révolutionne l'architecture, l'armement, l'outillage. Il permet la construction de ponts gigantesques, des bâtiments vertigineux, des machines industrielles complexes. L'acier devient le sang métallique de la modernité. Le rail devient le système nerveux de l'économie industrielle. Plus révélateur encore, les plus grandes fortunes de l'époque naissent de l'acier et du rail. Andrew Carnegie bâtit son empire sur l'acier. Les barons des chemins de fer dominent l'économie américaine. Leur fortune éclipse celle des pionniers de la vapeur. Donc ici, on se retrouve sur une première leçon de l'histoire. Les dominants créent l'enthousiasme, les dominés créent la richesse durable. Pourquoi cette inversion ? Parce que la régulation, loin de freiner l'innovation métallurgique et ferroviaire, la canalise vers l'excellence. Obligées de justifier chaque concession, chaque investissement public, ces industries ont dû prouver leur utilité sociale et leur viabilité économique. Cette pression réglementaire a éliminé les projets fantaisistes et concentré les efforts sur les innovations vraiment transformatrices. La contrainte a stimulé la créativité. Pendant ce temps-là, la vapeur libre s'est dispersée dans 1000 applications marginales sans créer de révolution systémique. Cette première révolution pose le modèle de toutes les suivantes. Liberté égale vitesse, mais dispersion. Régulation égale lenteur, mais concentration. Et sur le long terme, la concentration bat toujours la dispersion. Passons maintenant à une deuxième révolution. L'humanité entre dans l'âge électrique. Une nouvelle bataille invisible s'engage entre dominants libres et dominés régulés. Côté dominant, l'électricité explose dans une liberté totale. Thomas Edison commercialise l'ampoule en 1879. Nikola Tesla développe le courant alternatif. George Westinghouse industrialise les distributions électriques. John Rockefeller révolutionne l'industrie pétrolière.
Ces géants bénéficient d'une liberté entrepreneuriale inouïe. Aucune régulation électrique, pas de normes de sécurité, pas de contrôle gouvernemental. La guerre des courants entre Edison et Tesla se déroule sans arbitre officiel. Alors que le meilleur gagne. Cette liberté génère une explosion d'innovation. En 20 ans, l'électricité passe de curiosité de laboratoire à industrie majeure. Les investissements affluent, les fortines se construisent à une vitesse grand V. L'électricité et le pétrole incarnent la modernité triomphante. Ils illuminent les villes, modernisent les transports, révolutionnent l'industrie. Les journaux de l'époque annoncent l'avènement d'une civilisation électrique paradisiaque. Côté dominé cette fois-ci, les télécommunications progressent péniblement. Le télégraphe de Samuel Morse, inventé en 1844, se heurte à un mur réglementaire. Chaque ligne télégraphique nécessite des autorisations gouvernementales. L'État contrôle cette technologie jugée stratégiquement militaire. Pire, dans la plupart des pays européens, le télégraphe devient le monopole de l'État. En France, en Allemagne, en Russie, impossible de développer des télécommunications privées. Seul l'État peut transmettre des messages à distance. Le téléphone d'Alexander Graham Bell, breveté en 1876, subit le même sort. Régulation stricte, monopoles nationaux, développement contrôlé. L'innovation semble une nouvelle fois étouffée par la bureaucratie. Soyons honnêtes, qui aurait investi dans les télécommunications en 1890 face à Edison, l'électricien génial, ou encore Rockefeller, le pétrolier visionnaire? Le télégraphe, à cette époque, étatisé, semblait tout simplement pitoyable. Et une nouvelle erreur historique s'offre à nous. Car si on examine le bilan un siècle plus tard, l'électricité et le pétrole, malgré leur impact immense, sont restés des industries d'infrastructures classiques. Importantes, certes, mais prévisibles dans leur évolution. Les télécommunications, elles, ont littéralement réinventé la civilisation humaine. Le télégraphe unifie la planète en temps réel pour la première fois de l'histoire. Il révolutionne la finance avec les cours boursiers instantanés, transforme la presse avec les agences de nouvelles, métamorphose la diplomatie avec les communications gouvernementales rapides. Le téléphone redessine même l'urbanisme avec les centres d'affaires, révolutionne le commerce avec des ventes par téléphone, transforme les relations sociales avec l'intimité à distance. Ces innovations de communication préparent tout ce qui va suivre. Radio, télévision, Internet, smartphone. La télécommunication dominée au XIXe siècle sont les ancêtres directs de l'économie numérique du XXIe siècle. Plus révélateur encore, les plus grandes entreprises actuelles descendent des télécommunications régulées, pas de l'électricité libérée. Ces entreprises, nées dans la régulation, dominent aujourd'hui la technologie mondiale. Deuxième leçon de l'histoire, la régulation force l'excellence technique. Quand vous ne pouvez pas concurrencer sur la quantité, vous innovez sur la qualité. Les compagnies de télécommunications, contraintes par les monopoles et les contrôles étatiques, ont dû justifier leur existence par des innovations techniques révolutionnaires. Cette pression a créé une culture d'excellence qui perdure encore aujourd'hui. Et pendant tout ce temps-là, l'industrie pétrolière et électrique, libre, se sont contentés d'optimiser l'existant sans créer de rupture fondamentale. Les télécommunications régulées ont inventé la société de l'information. L'électricité libérée a juste éclairé cette société. Le pattern se confirme. Les dominants libres créent l'impact immédiat, et les dominés, régulés, créent des transformations profondes. Une troisième révolution. L'humanité entre dans l'ère atomique et informatique. Une nouvelle bataille s'engage. Plus complexe que les précédentes, car elle mélange public, privé, militaire et civil. Côté dominant, l'informatique lourde, la technologie nucléaire qui explose avec des budgets illimités. Le premier ordinateur électrique coûte 500 000 $, c'est l'équivalent de 7 millions de dollars aujourd'hui, et il mobilise les meilleurs cerveaux de la planète. IBM domine l'informatique d'entreprise avec ses mainframes gigantesques. Chaque machine coûte des millions de dollars, nécessite des salles climatisées, des équipes d'ingénieurs dédiés, et IBM jouit d'une liberté commerciale totale. Parallèlement, l'industrie nucléaire civile naît avec des investissements publics massifs. Les budgets de recherche explosent.
Les ingénieurs nucléaires deviennent les stars de l'époque. Cette alliance, informatique nucléaire, incarne la modernité technoscientifique. Elle fait les gros titres, attire les meilleurs étudiants, capte l'imaginaire collectif. L'avenir appartient aux grosses machines et à l'atome domestiqué. Au même moment, côté dominé, l'électronique civile et les semi-conducteurs. Le transistor, inventé en 1947, semble une curiosité technique sans grand intérêt et sans avenir commercial. Pendant que l'informatique lourde innove librement, l'électronique civile rampe sous le poids des contraintes. Qui aurait parié sur les semi-conducteurs en 1960 ? Face aux ordinateurs de IBM qui remplissent des salles entières et aux centrales nucléaires qui promettent l'énergie infinie. Les petits transistors semblaient, à ce moment-là précisément, dérisoires. C'est la troisième erreur historique. La plus spectaculaire de toutes sans nul doute, car observons le monde actuel. L'informatique lourde a disparu. Les mainframes d'IBM appartiennent au musée. L'industrie nucléaire civile stagne depuis 40 ans, handicapée par ses coûts et ses risques. Mais les semi-conducteurs, ils ont littéralement dévoré la planète. Ces petits transistors insignifiants ont créé les ordinateurs personnels, Internet, nos smartphones et aujourd'hui l'intelligence artificielle. Ils sont dans votre poche, votre voiture, votre frigo, vos vêtements connectés et plus stupéfiant encore, les plus grandes capitalisations mondiales descendent des semi-conducteurs régulés, pas de l'informatique libérée. Apple, Microsoft, Google, Samsung, tous ces géants reposent sur les fondations posées par l'électronique contrainte des années 50-60. Prenons un exemple. La loi de Moore, le doublement des performances des puces électroniques tous les 2 ans, n'a été possible que grâce aux standards industriels draconiens imposés dès l'origine. Cette régulation technique a créé une industrie d'une précision absolue. Pendant ce temps-là, l'informatique libre d'IBM s'est enfermée dans des solutions propriétaires non interopérables qui ont fini par l'étouffer. Troisième leçon de l'histoire, la régulation technique pousse vers l'universel. La liberté commerciale pousse vers le propriétaire. Et sur le long terme, l'universel bat toujours le propriétaire. L'informatique d'IBM, libre de ses choix techniques, a créé des tours de Babel incompatibles. L'industrie régulée a unifié le monde. L'industrie libérée l'a fragmenté. Passons maintenant à une quatrième révolution. Les dot-com, la bulle Internet. Contre qui ? Les biotech. Une nouvelle bataille s'engage, peut-être la plus instructive pour comprendre notre époque actuelle. Côté dominant, les dot-com, qui vivent l'ivresse absolue d'une liberté entrepreneuriale. Aucune régulation spécifique sur Internet. Pas de licence nécessaire pour créer un site web. Pas de contrôle sur les business models. Pas de limite sur les levées de fonds. Cette liberté totale génère une explosion créative inouïe. Amazon vend des livres en ligne, eBay démocratise les enchères, Yahoo organise le web, Google perfectionne la recherche. Des milliers d'entrepreneurs inventent l'économie numérique. Les capitaux affluent massivement. En 1999, les startups Internet lèvent 100 milliards de dollars de l'époque. Les valorisations explosent. Pets.com vaut 300 millions sans avoir jamais vendu un seul produit. L'euphorie atteint des sommets délirants. Internet incarne l'avenir radieux d'une économie dématérialisée, globalisée et démocratisée. Les gourous de l'époque annoncent la nouvelle économie qui rend obsolètes les vieilles règles industrielles. Côté dominé, les biotechnologies avancent dans un labyrinthe réglementaire cauchemardesque. Chaque médicament nécessite 15 ans d'essais cliniques et coûte 1 milliard de dollars. La FDA contrôle impitoyablement chaque étape. Pire, la biotech fait face à des controverses éthiques permanentes. Le clonage suscite l'indignation. La manipulation génétique effraie. Les OGM déclenchent des manifestations partout dans les pays du monde. Chaque avancée provoque des débats politiques interminables. Cette surrégulation semble paralyser l'innovation. Pendant qu'Internet se développe à la vitesse de la lumière, la biotech, elle, rampe sous le poids des contraintes sanitaires, éthiques et politiques. Qui, franchement, aurait investi dans la biotech en 1999 ? Face au dot-com,
qui doublaient de valeur chaque mois. Les entreprises pharmaceutiques semblaient des dinosaures bureaucratiques. Quatrième erreur historique. La plus récente est donc la plus documentée. Car regardons le bilan 25 ans plus tard. La bulle Internet a explosé en 2001. 90% des entreprises des dot-com ont disparu. Même les survivants ont mis des années à retrouver leur valorisation de 1999. En moyenne, 12 ans. Et la biotech, elle vient de sauver littéralement l'humanité. Ne rentrons pas dans les spécificités. Regardons-le juste par rapport à une envergure d'entreprise. Moderna, BioNTech, entreprise biotech complètement obscure en 2019. Autre exemple, CRISPR, qui révolutionne la médecine génétique. L'immunothérapie guérit des cancers incurables. La médecine personnalisée transforme les traitements. La biotech de 2024 ressemble à de la science-fiction de 1999. La preuve en est du côté des rendements financiers. Prenons vraiment le cas de la performance boursière. Un investisseur qui aurait placé 10 000 $ dans les 10 entreprises biotech en 1999 les plus capitalisées posséderait aujourd'hui 1 million $. Le même montant investi dans l'indice Internet des 10 entreprises les plus capitalisées pendant les années 2000, 300 000 $. Les dominés régulés ont écrasé les dominants libres, même financièrement. Quatrième leçon de l'histoire. La régulation force l'innovation fondamentale et la liberté encourage l'innovation superficielle. Les dot-com libres ont innové sur les interfaces, les business models, l'expérience utilisateur. Innovation importante, mais superficielle, qui n'ont pas changé la nature humaine. La biotech, elle, régulée de A à Z, ont dû innover sur les mécanismes biologiques profonds pour justifier les coûts et les délais imposés par la régulation. Cette révolution confirme définitivement le pattern et le précise. Plus la régulation est lourde, plus l'innovation résultante est profonde et durable. Cinquième révolution, et elle est en cours. D'un côté, l'intelligence artificielle. De l'autre côté, l'écosystème blockchain. Nous vivons en temps réel la 5e itération de cette bataille éternelle. L'intelligence artificielle domine, pendant que la blockchain, censée être constatée, végète. Mais l'histoire nous suggère une issue surprenante. Côté dominant, l'IA jouit d'une liberté quasi totale. Franchement, aucune régulation spécifique sur les algorithmes d'apprentissage, pas de licence pour développer des modèles de langage, pas de contrôle sur la collecte des données d'entraînement. Cette liberté génère une explosion spectaculaire. ChatGPT atteint 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. OpenAI lève 10 milliards de dollars chez Microsoft au bout d'1 an. Google, Meta, Amazon investissent des centaines de milliards de dollars dans l'IA générative. L'IA incarne l'avenir immédiat. Elle automatise le code, génère du contenu, révolutionne la productivité. Les capitaux, et on le vit, affluent massivement. Les valorisations explosent. Nvidia devient l'entreprise la plus valorisée au monde. 4 000 milliards de dollars de capitalisation. L'intelligence artificielle semble avoir gagné la bataille de l'attention et de l'investissement. Elle fait les gros titres quotidiennement. D'ici très peu de temps, tout le monde voudra son agent IA personnel. Côté dominé, la blockchain. Elle suffoque sous la régulation. KYC obligatoire sur toutes les plateformes. Fiscalité complexe sur les cryptoactifs. Restrictions sur les stablecoins. Surveillance généralisée des transactions. Surrégulation bride l'adoption mainstream. Utiliser la DeFi nécessite des compétences techniques. Investir dans la crypto-monnaie implique une papasserie administrative. Créer un token déclenche des obligations légales complexes. Pire encore, la blockchain fait face à une hostilité politique croissante. Les banques centrales développent leur propre monnaie numérique pour concurrencer les cryptos. L'Union européenne impose des régulations drastiques. La Chine interdit purement et simplement les crypto-monnaies. Cette pression réglementaire semble paralyser l'écosystème crypto. Pendant que l'IA explose librement, la blockchain, elle,
rampe sous le poids des contraintes. Alors, il faut en prendre conscience. Franchement, qui investit massivement dans l'écosystème blockchain en 2025 face à l'intelligence artificielle qui génère des profits immédiats? En fait, les crypto-monnaies semblent des reliques spéculatives d'un âge révolu. Mais l'histoire nous murmure une vérité troublante. Nous reproduisons exactement le pattern que les 4 révolutions précédentes, car elles vont impliquer la grille d'analyse historique de la situation actuelle. L'IA libre innove sur la surface. Interface conversationnelle, génération de contenu, optimisation du processus existant. Bon, l'innovation est impressionnante, mais qui ne change pas fondamentalement la structure économique. La blockchain, elle, régulée, innove sur les infrastructures profondes. Système de paiement décentralisé, contrats auto-exécutables, propriété numérique programmable, organisation autonome. L'innovation moins spectaculaire, mais qui redéfinissent la nature même de la monnaie, des contrats et de la propriété. L'IA, elle, améliore uniquement l'existant. La blockchain réinvente les fondamentaux. Et si l'histoire se répète, dans peut-être 5, 10 ou 20 ans, nous découvrirons que la blockchain dominée d'aujourd'hui construit l'infrastructure de l'économie de demain, pendant que l'IA, dominante, reste un outil d'optimisation parmi d'autres. 5e leçon, et peut-être la leçon la plus importante, ne pariez pas sur ce qui brille aujourd'hui, mais sur ce qui sera indispensable demain. La blockchain est peut-être la métallurgie de l'ère numérique. Elle est moins sexy que la vapeur IA, mais destinée à devenir l'infrastructure invisible et indispensable du futur économique. Cette hypothèse vous semble peut-être aujourd'hui farfelue. C'est exactement ce qu'aurait dit un investisseur en 1999 si on leur avait prédit que la biotechnologie obscure battrait Internet aujourd'hui. L'histoire ne se répète jamais exactement, mais elle rime étrangement. Revenons maintenant quelques instants sur les mécanismes profonds de l'aversion. Pourquoi cette inversion systématique entre dominant éphémère et dominé durable? Il y a 3 mécanismes profonds qui expliquent ce pattern fascinant. Tout d'abord, l'effet de sélection darwinienne. La régulation agit comme une pression sélective impitoyable. Elle élimine les innovations faibles et laisse survivre celles qui sont le plus robustes. Comme l'évolution naturelle, elle produit l'excellence par élimination. Les dot-com libres ont fleuri par milliers sans filtre qualitatif. 90% étaient des idées médiocres qui n'auraient en fait jamais dû recevoir le moindre financement. La liberté a permis le gaspillage de ressources colossales. La biotech, régulée, n'autorise que les projets scientifiquement solides. Chaque étape de développement est validée par des experts indépendants. Seules les innovations vraiment révolutionnaires par rapport à un cadre restreint et des financements contraints survivent à ce filtre draconien. Résultat, la régulation produit moins d'innovation, mais de meilleure qualité. La liberté produit plus d'innovation, mais le plus souvent pas à la hauteur des attentes. Deuxième mécanisme, l'effet de contrainte créative. Paradoxalement, les limitations stimulent l'innovation plus que la liberté totale. Prenons un exemple concret. Un artiste avec un budget illimité et aucune contrainte produit souvent des œuvres confuses. Un artiste avec un budget serré, des contraintes techniques précises, crée généralement des chefs-d'œuvre par ingéniosité. L'électricité libre du 19e siècle s'est contentée d'optimiser l'éclairage et la force motrice. Les télécommunications contraintes ont dû inventer des solutions radicalement nouvelles pour justifier de leur utilité sociale. La contrainte force la créativité fondamentale. La liberté encourage l'innovation incrémentale. Troisième mécanisme, l'effet de légitimité sociale. Les innovations régulées bénéficient automatiquement d'une légitimité sociale, que n'ont pas les innovations libres. Cette légitimité facilite l'adoption de masse sur le long terme. Ces 3 mécanismes se renforcent mutuellement pour créer l'aversion systématique dominant-dominé. Regardez, sélection qualité,
plus contraintes créatives, plus légitimité sociale, égale innovation durable et adoption de masse. Liberté, facilité, plus suspicion, égale innovation spectaculaire mais fragile. Cette équation explique pourquoi l'histoire se répète avec une régularité troublante depuis 3 siècles. Alors, comment détecter et valider une inversion en cours? L'analyse historique révèle des signaux récurrents qui annoncent le basculement dominant-dominé. Signal numéro 1, la saturation des gains marginaux. Quand une technologie domine, commence à plafonner en innovation, c'est le premier signe d'un essoufflement. L'IA générative d'aujourd'hui ressemble un petit peu au dot-com de 1998 ou 1999. Beaucoup de bruit pour des améliorations incrémentables très faibles. ChatGPT 4 n'est qu'une version légèrement améliorée de ChatGPT 3 et ChatGPT 5 semble même moins bonne que ChatGPT 4 IO. Les nouveaux modèles consomment exponentiellement plus d'énergie pour des gains marginaux de performance. L'IA atteint ses limites techniques actuelles. Pendant ce temps-là, la blockchain et l'écosystème crypto développent silencieusement et renforcent ces innovations fondamentales. Chaque avancée dans la blockchain résout des problèmes structurels majeurs. Et c'est la raison pour laquelle on a l'impression que ça avance doucement. Signal numéro 2. Les dominés construisent toujours l'infrastructure invisible dont dépendra le futur. Regardez, les stablecoins, 200 milliards de dollars circulent quotidiennement dans cette infrastructure de paiement blockchain. Ces rails financiers décentralisés deviennent indispensables pour de nombreux cas d'usage. Remise internationale, commerce électronique et finances programmables. Exactement comme les chemins de fer du XIXe siècle. L'IA, malgré son battage médiatique, ne crée pas d'infrastructure critique nouvelle. Elle l'optimise, le gonfle, le fait grossir par des financements complètement délirants. Signal numéro 3. L'adoption institutionnelle progressive. Les institutions traditionnelles adoptent massivement la blockchain, malgré les contraintes réglementaires. BlackRock tokenise des fonds. JP Morgan utilise sa propre blockchain, le JPM Coin, et la Banque Centrale Européenne étudie et va probablement bientôt lancer l'euro numérique. Cette adoption institutionnelle, dans un environnement régulé, confirme la robustesse technique et la viabilité économique de la blockchain. Signal numéro 4. La résistance à la répression. Ça, c'est le test ultime de la solidité. La capacité à survivre aux attaques frontales. La blockchain résiste, franchement, depuis 15 ans aux tentatives de destruction par les États. Bitcoin fonctionne toujours, malgré les interdictions chinoises, la régulation européenne, la fiscalité punitive. Cette antifragilité prouve que la technologie blockchain a atteint une maturité d'infrastructure critique. Et signal numéro 5, l'aversion du narratif. Le narratif public commence à s'inverser. L'IA suscite de plus en plus d'inquiétudes. Chômage de masse, surveillance généralisée, manipulation d'opinion. La blockchain améliore progressivement son image. Inclusion financière, transparence, décentralisation, livre ouvert. Et cette aversion perceptuelle précède toujours l'aversion économique. Tous ces signaux sont actuellement dans le vert pour une aversion IA blockchain, même si on a bien eu l'impression que la blockchain avait déjà pris les devants. L'histoire suggère que nous vivons les derniers moments de la domination de l'IA libre avant l'émergence de la blockchain régulée comme infrastructure dominante. Ces leçons stratégiques n'ont pas dérogé à la règle depuis 300 ans. Tout d'abord, investissons dans l'ombre. Les meilleures opportunités se cachent toujours dans les secteurs surrégulés, critiqués, ignorés par les médias mainstream. C'est là que se construisent les fondations du futur. En 1999, investir dans la biotech nécessitait de la patience et de la vision. Aujourd'hui, investir dans la blockchain, dans les infrastructures de demain, nécessite cette même qualité. Alors, pourquoi pas chercher les secteurs qui suscitent plus de régulation que d'enthousiasme? C'est un indicateur vraiment contre-intuitif, mais statistiquement fiable sur le long terme. Leçon stratégique numéro 2,
Méfiez-vous toujours des consensus euphoriques. Quand tout le monde s'accorde sur l'évidence d'une tendance ou d'une certitude, alors c'est généralement le signal de son essoufflement prochain. L'unanimité sur l'IA aujourd'hui ressemble à l'unanimité des internets dans les années 1999. Cette euphorie de consensus indique une survalorisation massive et un manque de regard critique sur les limites réelles de la technologie. Leçon stratégique numéro 3. Privilégiez toujours l'infrastructure aux applications. Les dominés, gagnants, construisent toujours l'infrastructure invisible. Dans la bataille actuelle, la blockchain construit l'infrastructure financière décentralisée. Et l'IA, elle, développe des applications sur la structure existante. Leçon stratégique numéro 4. Embrassez la régulation intelligente. Paradoxalement, la régulation bien conçue est un avantage concurrentiel majeur. Elle crée des barrières à l'entrée, force l'excellence et garantit la légitimité sociale. Les entreprises qui anticipent et qui façonnent la régulation de leur secteur prennent un avantage durable sur les concurrents qui les subissent. Leçon stratégique numéro 5. Pensez en décennies, pas en trimestres, pas en semaines. La version dominant-dominé prend toujours 1 ou 2 décennies. Alors, le monde va plus vite. Ça pourrait prendre peut-être que 5 ans, mais il faudra du temps pour observer ce basculement. Les gains de court terme vont aux dominants libres. Les gains de long terme vont aux dominés régulés. Votre horizon temporel déterminera votre stratégie optimale. J'espère que ces 5 leçons vont probablement transformer la perception que vous vous faites de cette innovation. Elles suggèrent que les vrais visionnaires ne regardent pas là où brille la lumière, mais où se construisent silencieusement les fondations et les infrastructures du futur. Et nous voici donc arrivés au terme de ce voyage fascinant à travers 3 siècles de révolution technologique. Et une vérité bouleversante émerge de cette analyse historique. L'innovation suit des fractales prévisibles que peu savent décrypter. À chaque révolution, le même scénario se répète avec une régularité troublante. Les projecteurs, les capitaux, l'attention se concentrent sur l'innovation la plus libre et la plus spectaculaire. Pendant ce temps, dans l'ombre, d'autres innovations avancent péniblement, contraintes par la régulation, bridées par la politique, ignorées par les médias. Nous le vivons actuellement dans notre écosystème crypto. Et invariablement, ce sont ces innovations de l'ombre qui façonnent le monde de demain. L'acier régulé bat la vapeur libre. Les télécoms monopolisés battent l'électricité libérée. Les semi-conducteurs normés battent l'informatique propriétaire. Et les biotech, surencadrées, ont battu un Internet débridé. Cette mécanique extraordinaire révèle une vérité profonde sur la nature humaine et l'innovation. Nous sommes programmés pour suivre ce qui brille de façon immédiate. Mais l'histoire se construit toujours dans l'ombre. La leçon philosophique de cette analyse qui dépasse une simple prédiction technologique, elle va plutôt interroger notre rapport au temps, au risque et à l'innovation. Nous vivons dans une civilisation de l'immédiateté qui va survaloriser le spectaculaire et sous-estimer les fondamentaux. C'est peut-être une myopie collective qui crée systématiquement des bulles spéculatives sur des dominants et des sous-valorisations massivement sur les dominés. Comprendre cette mécanique, c'est développer une forme de sagesse contrariante et une agilité. Parier aujourd'hui sur ce qui semble difficile plutôt que sur ce qui semble évident. L'application contemporaine, appliquée à notre époque, c'est cette grille de lecture qui suggère une hypothèse peut-être un petit peu provocante. Nous assistons peut-être à un dernier moment de domination de l'IA libre avec l'émergence de la blockchain régulée comme une infrastructure, encore une fois, dominante de l'économie numérique. Cette perspective n'invalide pas l'importance de l'intelligence artificielle, on l'utilisera, mais comprenez-le comme ça. Qu'est-ce qui va surperformer les 5 ou les 10 prochaines années? Est-ce qu'on met tout dans les valeurs technologiques ou aujourd'hui on s'interroge plus à investir de façon logique dans des infrastructures décentralisées?
On va juste simplement suggérer que l'IA restera un outil d'optimisation, tandis que la blockchain deviendra une infrastructure invisible sur laquelle fonctionnera toute l'économie, notre économie, dans un futur proche. On pourrait même faire une analogie simple. C'est exactement comme l'électricité qui est restée pendant très longtemps un outil d'éclairage, pendant que les télécommunications construisaient toute la structure d'une société d'information. Cette analyse que je vous ai portée aujourd'hui peut-être porte un message d'espoir profond pour ceux qui sont actuellement dans l'écosystème crypto et qui ne le voient pas se développer aussi vite qu'ils le voudraient. Aujourd'hui, ces milliers de développeurs blockchain, critiqués face aux champions de l'intelligence artificielle, construisent sans le moindre doute les infrastructures financières du futur. L'histoire récompense toujours les patients, la profondeur, la vision à long terme, et elle punit le plus souvent ce qu'on appelle les impatients, la superficialité, la recherche de la gloire immédiate et de l'argent facile. Cette compréhension historique appelle une révolution personnelle dans notre façon d'appréhender l'innovation et l'investissement. Alors peut-être, cessons de suivre aveuglément les consensus médiatiques. Apprenons à voir dans l'ombre, car la blockchain et l'écosystème blockchain, aujourd'hui, est encore dans l'ombre. Alors développons aussi notre patience stratégique. Embrassons la contrainte comme source de créativité. Le futur appartient toujours à ceux qui savent lire les signaux faibles plutôt que de supporter des tendances lourdes. Cette aversion permanente nous rappelle bien sûr l'humilité nécessaire face à la complexité du progrès technique. On ne sait pas ce que sera fait demain. Mais ce qui semble évident aujourd'hui sera peut-être obsolète demain. Et ce qui semble marginal aujourd'hui et depuis trop longtemps, peut-être pour certains, dominera l'après-demain. Les vrais visionnaires ne suivent pas la lumière. Ils apprennent à voir dans l'ombre, toujours. On comprend ici que les révolutions les plus profondes sont souvent les plus silencieuses. Alors à vous de voir. Après ce voyage dans l'histoire des révolutions cachées, la révolution dans la révolution, où est-ce que vous allez diriger votre regard ? Vers les dominants qui brillent aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ou vers les dominés qui construisent depuis maintenant plus de 10 ans le futur de demain ? L'histoire nous observe toujours et encore. Elle note nos choix et elle nous récompensera, surtout ceux qui ont su voir l'invisible. Car, comme le disait William Gibson, l'avenir est déjà là. Il est juste mal distribué, peut-être un tout petit peu trop l'IA par rapport à l'écosystème blockchainisé. Notre mission est d'apprendre à chercher cet avenir là où personne ne regarde. Et ainsi se termine notre parcours dans l'ombre des révolutions cachées, dans les révolutions. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que je vous ai fait vibrer et redonner beaucoup d'espoir et de force pour continuer à graviter dans cet écosystème crypto-monnaie qui ne fait que commencer. Je vous laisse avec 2 vidéos que j'ai pris un plaisir immense à écrire et à vous partager. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo d'Hermès. Ciao!